Bonjour, le cyprès, c'est une aventure que vous allez commencer à vivre, a demandé de réfléchir à la question de la cigarette. Alors on va essayer, dans des petites discussions métaphysiques, on va dire plus que biologiques, de réfléchir à, au fond, pourquoi arrêter de fumer. On va prendre différents thèmes comme ça va être des petits sujets que je vous propose d'écouter. Et l'idée, ça va être de poser les problématiques de la cigarette. Et vous voyez aujourd'hui ce qui se passe quand on pense à la cigarette, c'est que tous les combats préventifs qui se font passent par la culpabilisation, par la punition, en vous prévenant que vous allez être malade. C'est vrai qu'on devient malade quand on fume, parce que la cigarette n'est jamais compatible vraiment avec la santé. Mais au fond, l'idée, c'est pas tant la cigarette qui est intéressante, c'est vous. Parce qu'un jour, vous vous posez la question, et tous les gens qui fument se posent la question, de se dire, mais c'est pas une bonne idée de fumer. On est tous conscients de ça. Par contre, la question, c'est, pourquoi j'arrive pas à arrêter? Et tous les gens qui sont des fumeurs de cigarettes se posent un jour cette question. Pas tout de suite, parce qu'au départ, c'est un petit bonheur, la cigarette. C'est une maîtresse agréable, c'est un bisou qu'on a tous les 40-45 minutes. Mais en réalité, au fond, pourquoi j'arrive pas à m'en débarrasser? Et c'est plutôt le comportement, la relation avec l'objet qui est un problème, et c'est ce sur quoi il va falloir réfléchir. Un nouveau petit sujet, on a regardé que le problème c'est nous. On oublie trop souvent que l'élément important dans la vie, c'est pas l'objet auquel on s'attache, mais c'est nous. Et pourquoi c'est difficile d'arrêter de fumer? Alors ça, c'est vraiment la question la plus fondamentale, et j'ai pas la réponse. On a des explications. Et il faut juste savoir une chose, c'est qu'on a un cerveau, tous, même si on ne l'utilise pas forcément optimalement, mais on en a tous un. Et ce cerveau, il a été créé, et ça c'est très original de croire qu'on a été créé que pour ça, il a été créé pour que l'on apprenne. Ça veut dire qu'au fond, le rêve que le cerveau a, c'est d'être curieux. Et on est tous toujours curieux. Dès qu'il y a quelque chose que le cerveau ne connaît pas, il va vouloir comprendre et apprendre. Et cette curiosité, c'est l'élément fondamental qui nous amène justement à nous faire avoir par les drogues. Pourquoi? Parce que la curiosité dans le cerveau se traduit par une sécrétion d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et quand on fume des cigarettes, on sécrète de la dopamine. Donc en fait, notre cerveau il se fait avoir par une mauvaise curiosité qu'il ne comprend pas comme mauvaise. Il la comprend comme naturelle, puisque pour lui, avoir du plaisir, c'est normal. Donc, arrêter de fumer, c'est difficile parce qu'il va falloir se combattre contre un mécanisme que le cerveau met en place et qu'il est naïvement obligé de respecter. Alors aujourd'hui, on va faire un tout petit peu de neurobiologie. Il ne faut pas avoir peur du mot, parce que neurobiologie, ça ne veut pas dire grand-chose d'autre que comment on fonctionne. Et on va essayer de comprendre une chose, c'est qu'au fond, on oublie trop souvent que dans l'addiction, et l'addiction à la cigarette par exemple, ce que l'on surstimule, en fait, c'est notre mémoire. Parce que, comme j'ai essayé de vous expliquer la dernière fois, la construction du plaisir passe par une sécrétion de dopamine. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette dopamine? Bien, elle va construire et favoriser dans le cerveau des circuits d'habitude. On se rend assez vite compte, quand on a des habitudes, qu'on ne maîtrise plus le comportement. Vous ne savez plus combien de cigarettes vous avez fumé par jour, vous ne savez plus comment vous conduisez. C'est tout automatique. Et ça, c'est des constructions faites grâce à une stimulation que la dopamine vous donne en construisant la mémoire. Et c'est vrai qu'au fond, cette mémoire, elle va vous donner tous les bons souvenirs ou les mauvais souvenirs qu'on a, et tout ce qui est à faire de bien ou même de moins bien, mais surtout de bien. Donc tout ce qui est bon pour notre comportement va être gardé en mémoire. Et qu'est-ce que va faire la cigarette? Elle va vous construire des bons souvenirs avec elle, comme si vous aviez eu des grands moments de vacances avec quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Et au fond, ce qui se passe, c'est que ce plaisir va construire une mémoire. Et le grand combat dans l'arrêt de la cigarette, c'est de remaîtriser ces bons souvenirs que vous allez devoir abandonner. Maintenant, essayons de rêver.
Ça fait quelques jours que vous avez arrêté de fumer ou que vous tentez d'arrêter. Et la question, c'est vraiment, au fond, est-ce qu'il y a une méthode facile? Quitter une cigarette, c'est comme quitter une maîtresse ou un amant. C'est-à-dire qu'il faut être gentil. Il faut leur dire au revoir. Il faut prendre votre cigarette, l'embrasser tendrement et lui dire « Ciao, belle. C'est fini maintenant. Je te quitte. C'est pas grave. La vie m'amène à aller sur d'autres chemins. » Et vous éteignez la cigarette. Ça vous prend 1 minute et c'est fini. Le problème, comme je vous ai dit, c'est la mémoire, les souvenirs, les bons souvenirs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les premières semaines, ça va être un peu difficile, parce que votre cigarette, elle ne va pas apprécier de se faire lourder comme ça. Donc elle va tout faire pour vous faire souffrir. Elle va même vous faire croire que vous allez mourir. Votre cœur va vraiment souffrir, votre nervosité va être exacerbée, vous allez être presque insupportable pour vous-même et peut-être un peu pour les autres. Mais c'est pas grave, c'est la cigarette qui vous ment. Elle vous fait croire que vous allez mourir sans elle. Mais c'est pas vrai. Quelques semaines, ça c'est physiologique. Quelques semaines passent, ça dépend, il y en a c'est un peu plus long, mais au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de la cigarette. Après, le problème, c'est que vous allez devoir garder un fantôme, se souvenir. Et c'est contre lui qu'il va falloir vous battre. Parce que dès que la physiologie a coupé le besoin, vous êtes libre. Mais l'envie, le souvenir, va revenir, pas dans les grands moments, dans les moments de souffrance, quand vous êtes triste, désespéré, pas en forme. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la cigarette, elle va revenir comme une vieille copine, en vous disant, dis donc, ça fait longtemps que je t'ai plus vu, t'as pas l'air d'avoir le moral aujourd'hui. Tu te souviens à l'époque? Tu m'embrassais, et on était si bien les deux. Et c'est contre ça qu'il va falloir se battre, c'est contre ces souvenirs. Donc il va falloir reconstruire d'autres souvenirs. Dès que vous avez un besoin, qu'elle va vous enduire, elle vous amener à avoir, ben, il vous faut trouver autre chose, aller marcher. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de finalement quelqu'un avec qui vous vivez depuis quelque temps, c'est la nicotine. Parce qu'au fond, comme je vous ai dit, nous sommes l'élément fondamental, mais la nicotine, c'est un ami qui ne vous veut pas forcément du bien. Imaginez qu'au moment où vous prenez votre cigarette et que vous l'embrassez tendrement, dans les 9 à 19 secondes qui suivent ce bisou, eh bien la nicotine envahit votre cerveau. Et votre cerveau, ce n'est pas un élément inerte, il est vivant, il est réactif. Et il va réagir avec cette nicotine. Je vous ai déjà dit peut-être qu'on a... Le cerveau, c'est un grand parleur, il discute, c'est une forme de cité qui n'arrête pas de communiquer. Et pour communiquer, elle a des neurotransmetteurs et puis elle a des récepteurs. Et un des récepteurs qui est important, ça s'appelle le récepteur à nicotine. On les a appelés comme ça parce qu'on a découvert qu'ils étaient sensibles à la nicotine. Et ils le sont à la nicotine, très sensibles. Pourquoi? Parce que dès qu'on fume, ces nicotines vont, comme une forme de tsunami, envahir le cerveau, stimuler ces récepteurs à nicotine. Mais les récepteurs à nicotine, normalement, ils sont censés être stimulés normalement par un autre neurotransmetteur, ça s'appelle l'acétylcholine, mais qui est normalement, c'est des mots doux. Là, c'est un bruit terrifiant qui arrive. Donc, qu'est-ce que va faire le cerveau? Il va être paniqué. Donc, il va tout faire pour ne plus réagir comme ça. Donc, normalement, la nicotine va rentrer, activer les récepteurs à nicotine, ce qui va induire une cascade de réactions, entre autres une stimulation de la dopamine qui va vous donner du plaisir. Mais comme le cerveau est surstimulé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour empêcher cette stimulation. Donc, les récepteurs, ils vont s'enlever. Et votre cerveau va tout faire pour être sourd à la nicotine. Mais la nicotine étant présente en quantité importante, ben, elle va quand même le stimuler un peu. Et ce qui va se faire, c'est que vous aurez de plus en plus besoin de nicotine parce que votre cerveau va être de plus en plus sourd, donc vous allez vouloir lui parler de plus en plus fort. Donc il ne va plus n'entendre autre chose que la nicotine. Et ce qui va se passer, typiquement, c'est que si vous arrêtez de fumer pendant un moment, tout à coup du silence, qu'est-ce que va faire le cerveau? Il va se dire, c'est bon, c'est terminé. Plus ce bruit, il va être content. Ça s'appelle la nuit. Et le matin, quand vous vous réveillez, votre cerveau, il est tout content. Et là, vous prenez votre cigarette, et ça refait un effet plus important que les cigarettes du reste de la journée. C'est pas que la cigarette du matin, ça c'est la plus mauvaise. Parce que c'est celle qui vous réactive une tempête de bruit dans le cerveau. Et ça, c'est le problème avec la nicotine. C'est que c'est pas votre meilleur allié. Aujourd'hui, on va pas que parler de la nicotine. On va lui associer un ami assez fidèle qu'on retrouve souvent avec la nicotine, c'est l'alcool. Vous savez, l'alcool, c'est un ami aussi, qui peut être un des seuls vrais amis qu'on pourrait avoir si on le consomme avec modération. Donc, consommer de l'alcool avec modération, si jamais je vous le rappelle, c'est 3 verres au maximum pour les hommes, 2 verres au maximum pour les femmes, et en principe une journée par semaine sans alcool, mais là on est dans le rêve absolu.
Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'alcool, qu'est-ce que ça fait l'alcool? Donc, en général, vous savez qu'on est tous assez critiques à notre égard, on s'aime pas trop. Et quand on boit un verre d'alcool, on a toujours cette sensation de bien-être, d'euphorie, de libération de nous-mêmes. On a l'impression qu'on est le plus beau, le plus intelligent et le plus fort des hommes ou des femmes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on agit dans notre cortex préfrontal, donc cette zone du cerveau, et ce verre d'alcool, ce premier verre d'alcool, va nous désinhiber, il va nous rendre beaux, mais il va aussi nous rendre un peu plus compliants, acceptants. Et surtout, à ce moment-là, moins critiques à notre égard. Donc ça veut dire, enfin, moins critiques, moins capables de dire non. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, si vous êtes en train de vous battre pour arrêter de fumer, et que vous prenez un verre d'alcool, votre cerveau, il va vous dire « Ah, mais on est bien, facile, tranquille, la vie. Hein » Et c'est à ce moment-là que la cigarette, elle va revenir en disant « Dis donc, tu m'as l'air un peu plus mou, là. On s'embrasse. » Et ça, c'est pas facile. Et il va falloir résister. Donc, l'alcool, attention, il peut vous faire chuter. Bonjour. Vous savez, la nature, elle est pleine d'exemples assez intéressants, parce qu'au fond, on est quand même le fruit d'une magnifique construction, d'une évolution. Et j'aime bien un phénomène biologique qui s'appelle la chrysalide. Vous savez qu'une chenille, hein, quand on la croise, généralement, c'est pas tellement un animal qu'on apprécie, hein, parce qu'il a une forme un peu bizarre, mais finalement, c'est une structure de la nature exceptionnelle, va à un moment donné dans sa vie s'entourer d'une carapace qui va la protéger pour devenir un papillon et pour pouvoir s'envoler vers d'autres cieux. Et moi, j'ai l'impression que des fois, nous, les humains, nous avons nos périodes de chenilles et de papillons. C'est des cycles que l'on répète petit à petit. Et là, par exemple, je ne dis pas que les fumeurs sont des chenilles, hein, mais c'est vrai qu'au fond, la question qui se pose, c'est que est-ce que parfois dans nos vies, nous ne nous enfermons pas dans des chrysalides en nous attachant tellement à ce confort qu'on en oublie de sortir. Et ça signifie qu'on ne veut plus partir ailleurs, on est bien. Et c'est vrai que quand on est dans un comportement d'addiction à la cigarette, on est un peu comme dans une forme d'enfermement dans lequel on veut rester parce qu'on y est bien. C'est confortable, c'est chaud, on est en autonutrition, on n'a pas de soucis. Par contre, sortir, il faut casser la coquille, il faut sortir, reapprendre quelque chose de nouveau, c'est apprendre à voler de ses propres ailes, sans cette béquille. Et c'est pas facile. Donc il vous faut vraiment casser cette chrysalide. Bonjour. Permettez-moi aujourd'hui de sortir un peu de cette espèce de combat permanent qu'on a. On va se faire une petite pause. Mais en relation avec la cigarette quand même. Vous savez, vous avez constaté une chose, hein, c'est que depuis que vous essayez de, enfin, que j'essaie de partager un petit peu mes idéaux, je ne vous trouve pas de solution. Hein. D'ailleurs, je ne peux pas trouver de solution. Vous êtes la solution à vos problèmes. Mais je vais essayer de réfléchir à une chose, et je vous propose cette réflexion, c'est, vous avez vu qu'aujourd'hui on est dans une époque où on se bat de manière permanente pour l'écologie. D'ailleurs, il y a des partis qui défendent ces principes-là. Mais la question, c'est de savoir ce que c'est vraiment l'écologie. Et je trouve intéressant parce que c'est vrai qu'au fond, les Indiens, vous savez, disaient la terre appartient à nos enfants. Ça signifie qu'on n'en est pas propriétaire, il faut la protéger, la respecter. Et quand on voit dans quel état elle est aujourd'hui, c'est vrai qu'on mesure qu'on n'est quand même pas très raisonnable, on est quand même un peu des sales gamins. Mais à un niveau autre, si la terre appartient à nos enfants, notre corps nous appartient-il? Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est quand même le porteur d'un trésor exceptionnel qui s'appelle la vie. Hein, vous savez qu'on a ces milliards de kilomètres d'ADN qui font de nous des circuits assez compliqués, des livres de recettes ultra difficiles à déchiffrer, et que cela, nous le partageons quand on partage la vie. Donc ça veut dire qu'on va donner à une génération qui va suivre notre vie, qui ne nous appartient pas. Au fond, peut-être nous appartenons plus à la vie que la vie nous appartient. Et quand on donne du patrimoine génétique à des enfants, on n'aimerait pas leur donner comme certaines décharges ou des endroits autour de centrales complètement pollués. Donc la terre, si elle appartient à nos enfants, je pense que la vie aussi. Et protéger notre corps, c'est aussi un acte assez important.
Bonjour, on va essayer de réfléchir à un tout petit problème. Je vais être un petit peu moralisateur, mais sans l'être trop, vous en inquiétez pas. On va parler de l'appétit. Vous savez qu'il y a quelque chose d'assez difficile qui apparaît chez les fumeurs, c'est que quand ils arrêtent de fumer, c'est paradoxal, mais on prend du poids. Alors, je ne vais pas expliquer tous les détails, parce que d'abord, je ne les connais pas tous, mais l'idée, c'est qu'il faut réfléchir un tout petit peu philosophiquement. La cigarette, elle fait quoi? Elle stimule notre plaisir, elle stimule notre dopamine. Elle le surstimule. Manger, c'est quoi? C'est un élément fondamental à la vie qui nous amène à avoir du plaisir. Donc, à sécréter de la dopamine. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Il y a deux éléments qui vont favoriser la sécrétion de dopamine. Et la cigarette, c'est une maîtresse ou un amant jaloux et exclusif. Donc, il ne va pas apprécier qu'on ait d'autres plaisirs que celui qu'il nous donne. Donc, au fond, il va modifier notre capacité à avoir faim. En plus qu'il va augmenter notre métabolisme de base, vous savez, il va, en sécrétant de l'adrénaline, il va commencer à nous faire consommer un peu plus d'énergie. Donc on prend un peu moins de poids quand on fume. Peut-être le seul avantage qu'on aura avec le seul avantage qu'on a. Dès que j'arrête de fumer, qu'est-ce qui se passe? Mon corps, à qui on a menti pendant des mois, puisqu'au fond la cigarette a toujours fait croire au cerveau qu'on n'avait pas besoin de manger. On avait assez. T'as pas besoin de manger. Donc notre cerveau était assez naïf pour la croire, cette cigarette. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Il disait, on se débrouille. Mais là, tout à coup, plus de nuages de fumée. La réalité, la vraie réalité, cruelle. J'ai faim, donc je mange. En plus de ça, mon métabolisme change. Donc je ne peux qu'avoir plus que faim. Donc je mange trop. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est pas facile, hein. C'est qu'en arrêtant de fumer, il va falloir repenser sa façon de manger, reconstruire sa relation avec la nourriture, de manière à l'utiliser comme outil, mais pas comme maître. Bonjour, aujourd'hui, on va faire un tout petit peu de promenade autoroutière dans notre corps. Comme sur la Terre, on a des autoroutes, en Suisse on a des autoroutes, souvent en travaux d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va parler de la vasoconstriction. Vous savez que la nicotine a cette tendance de fermer la lumière des vaisseaux sanguins. D'ailleurs c'est joli parce que la lumière, ça reste non seulement un élément qui nous éclaire, mais c'est aussi un élément où passe dans les vaisseaux sanguins notre élément nutritionnel fondamental qui est entre autres l'oxygène. Quand je fume, qu'est-ce qui va se passer? Je vais fermer ces vaisseaux. Et imaginez-vous qu'on a un organe assez incroyable, qui s'appelle le cœur, qui a cette extraordinaire générosité que de ne penser qu'à donner de la nourriture, de l'oxygène et à faire circuler le sang dans tout le corps, c'est-à-dire jusqu'au plus bout des petits bouts de notre corps, et typiquement le bout des doigts, le bout de dernière cellule de notre cerveau, déjà qu'on a parfois oublié, et pour amener ce sang partout, il faut que les vaisseaux aient un certain diamètre. Hein. Et vous savez que dans les capillaires, les vaisseaux du bout, c'est tellement petit que les vaisseaux sanguins, ils sont à la queue leu, comme à Glion, quand il y avait des grands bouchons. Donc vous imaginez que si vous fumez, vous fermez ces vaisseaux. Donc la circulation, elle va être encore plus difficile. Et c'est pas très agréable. Un autre truc, c'est que les poumons aussi, ils se ferment un petit peu. Donc on arrive à avoir moins d'air qui rentre avec un cœur qui est fatigué, qui n'arrive pas à pousser comme il faut partout. Franchement, vous pensez que vous arrivez à réfléchir en étant complètement comme ça, comme dans un carcan enfermé? Je suis pas sûr. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est lâcher la ceinture, il faut ouvrir et il faut redonner de la lumière au corps. Et pour redonner de la lumière au corps, il faut toujours comme la même chose, c'est toujours la même chose, il faut enlever la fumée. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu compliqué. Un peu compliqué pourquoi? Parce que c'est la cigarette électronique. Alors la cigarette électronique, elle a mauvaise et bonne presse. Dans le sens où, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que c'est une bonne idée de fumer une cigarette électronique? Est-ce que c'est pas une bonne idée de fumer une cigarette? Franchement, je ne sais pas non plus. Mais dans un contexte de réflexion, tel que présenté dans nos petites vidéos, la question fondamentale, c'est est-ce utile ou raisonnable de toujours passer sa journée, et certains moments de la journée, à suçoter quelque chose ou à fumer? Alors que ce soit électronique ou pas électronique, ça reste le même geste. C'est-à-dire c'est un geste qui m'amène à, disons, un peu être l'esclave à des moments donnés où je suis comme appelé par cette maîtresse amoureuse.
Et c'est vrai que la cigarette électronique, alors, elle a un avantage, c'est qu'elle est peut-être moins haute en température par rapport à la cigarette. Donc moi, je la verrais pas comme une solution de remplacement, mais c'est chacun qui doit réfléchir à sa façon. Je la verrais plutôt comme un outil de séparation. Ça veut dire, petit à petit, si on veut arrêter de fumer, c'est vrai d'arrêter d'un coup un geste, une habitude, une sorte de protection, hein, comme je prends ce stylo où on a l'impression qu'on n'est pas tout seul. Ben finalement, la cigarette électronique, ça peut être pour ça assez sympa, pour nous permettre d'avancer sur un chemin de liberté. Mais je la vois plutôt comme un moyen de libération. Bonjour. Alors, on va sortir un petit peu. Moi, j'aime bien, vous avez vu, quitter la biologie, parce que finalement, dans la biologie, il y a étude de la vie. Alors, la vie, c'est pas toujours que de la biologie. Mesurez-le bien. Rêvons un petit peu. Vous savez que la cigarette, elle nous aime, elle nous prend, elle nous sert, et puis, finalement, elle nous prend un peu comme un terroriste en otage. Et j'ai l'impression que parfois, on a avec la cigarette une relation comme dans ce que l'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, on veut être gentil avec elle. On veut la bichonner, la protéger pour ne pas qu'elle soit méchante avec nous. Mais c'est pas comme ça qu'on va se libérer. Et on sait qu'il y a des tas de mécanismes biologiques qui nous amènent à être esclaves et qui nous amènent à ne plus être le maître de la relation qu'on a avec la cigarette. Mais on n'est pas que biologie, on est aussi... On a un corps, il est très bruyant d'ailleurs ce corps, parce que finalement il bouge beaucoup, hein, il y a des milliards d'atomes qui vont dans tous les sens, mais on a aussi une psychologie. On a aussi quelque chose qui nous dépasse, on a quelque chose d'immatériel. Et cet immatériel peut nous aider à nous réentendre mieux dans ce brouhaha permanent qu'est cette vie. Et il faut essayer de sortir de ça. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire que je trouve assez intéressante. C'est l'histoire d'un chef Cherokee. Il discute avec son petit-fils, qui est très en colère. La colère, ça c'est un redoutable poison. Et d'ailleurs, le grand-père dit à son petit-fils, la colère est un venin qui ronge tes veines à toi. Celui contre qui tu es en colère, il sent rien. Et après, il explique à son petit-fils, tu vois, au fond du cœur de chaque homme vivent deux loups. Un, il est arrogance, égoïsme, imbu de lui-même, quête de pouvoir, jalousie. L'autre, il est patience, sérénité, humilité, don de lui. Et ces deux loups s'affrontent au fond du cœur de chaque homme, au fond du cœur du mien aussi. Et le petit-fils dit à son grand-père, mais lequel gagne? Et le grand-père dit, celui que tu nourris. Belle journée. Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit bilan, puisque finalement, ce sera la dernière séance sur les cigarettes. Alors, je pense toujours à une histoire philosophique qu'on n'a encore pas résolue, hein. La question, c'est de savoir à partir de combien de grains de sable on a un tas de sable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que 1 grain de sable, c'est pas un tas de sable. 2 grains de sable, c'est pas un tas de sable. 3, 4, à partir de combien de grains de sable? Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, quand on parle de maladies, et souvent on associe la cigarette à des maladies, hein, par exemple le cancer, et c'est vrai qu'on sait aujourd'hui que la probabilité de développer un cancer quand on fume, ben, elle est importante. Maintenant, tout le monde ne meurt pas d'un cancer quand il fume, puis tous les cancéreux n'ont pas été fumeurs. Donc on ne sait pas, mais c'est un élément. Et puis la question, c'est de savoir combien d'éléments je vais additionner pour pouvoir petit à petit arriver à un développement de maladie. Alors il y a le diesel, hein, qui n'est pas très bien, il y a ce qu'on mange, il y a tout ce qu'on a dans la société aujourd'hui, donc on doit aujourd'hui réfléchir. Mais ce qu'on a observé, et ça c'est vraiment ce qui doit être le bilan de ces séances, c'est qu'au fond, la vraie problématique de la cigarette, c'est pas tant la toxicité qu'elle induit, que la relation d'amour que j'ai avec elle. Parce qu'au fond, c'est ça, c'est cet esclavage dans lequel je m'enferme. Et on l'a vu tout au long, l'addiction, c'est une maladie de comportement, c'est une forme d'habitude que l'on prend, et une habitude, c'est quelque chose qu'on ne gère plus. Donc on ne sait même plus qu'on fait ça. Et être maître dans notre vie, ça veut dire savoir que quand j'ai envie de faire quelque chose, c'est moi qui décide, c'est pas la cigarette. Et quand j'ai pas envie, c'est moi qui décide. Et ça, c'est l'important. Et être le maître de ses envies, c'est fondamental. Et j'aimerais quand même juste aussi dire que être en vie, c'est avoir envie. Et donc c'est fondamental l'envie. Et au fond, cette drogue, elle joue sur l'élément le plus fondamental qui fait notre vie, c'est l'envie. Alors bonne chance pour la suite.